La mort. Un mot qui peut faire peur, qu'on évite même parfois de prononcer. C'est un univers que nous connaissons peu, que l'on regarde avec pudeur, voire avec malaise. Pourtant, derrière elle se cache tout un monde rempli de métiers et de savoir-faire. En France, chaque année, plus de 600 000 personnes disparaissent et à chaque fois, une chaîne entière de professionnels se met en mouvement. Du thanatopracteur au maître de cérémonie, du marbrier au fossoyeur, des mains s'affairent dans l'ombre pour offrir aux défunts un dernier hommage et aux vivants un peu de réconfort. On compte près de 25 000 personnes qui travaillent dans le secteur funéraire en France. Ce sont des métiers discrets, essentiels, faits de tradition, mais qui souvent cherchent à innover pour mieux s'adapter à son temps. On vous en dit plus sur l'univers de la mort pour mieux comprendre ceux qui la côtoient chaque jour. Ces 5 dernières années, il y a eu en moyenne 650 000 décès par an en France, un chiffre en nette augmentation. Derrière la douleur des familles, il y a aussi un secteur économique en pleine expansion. Obsèques, pompes funèbres, contrats de prévoyance, marbrerie ou encore crémation. Un marché estimé à plusieurs milliards d'euros chaque année. Alors, comment s'organise ce secteur? Quelles sont ses dérives et surtout comment mieux encadrer ce que certains appellent désormais le business du deuil. Pour en parler, sur notre plateau, à ma droite, Cécile Desèze, on te connaît bien, tu es journaliste pour 20 minutes, merci d'être avec nous. À tes côtés, Johan Chinan, vous êtes agent funéraire. C'est ça, tout à fait. Vous avez laissé tomber le costume aujourd'hui pour la chemise. Voilà, c'est ça, tout à fait. Petite tenue décontractée, on en profite de ne pas porter le costume. Exactement, merci à vous d'être là. Et puis à ma gauche, Béatrice Majza, vous êtes maître de conférences en droit public à l'université de Caen. Vous êtes experte en droit funéraire. Et on parlera avec vous, on prendra un petit peu de hauteur en fin d'émission sur tout ce qu'il faut savoir en matière de droit funéraire. Le marché de la mort, on vous en dit plus, c'est tout de suite. La grande faucheuse, Thanatos, le dernier soupir, le grand voyage, peu importe le nom qu'on lui donne, la mort c'est un monde que l'on préfère souvent ignorer. Pourtant, les gens qui y travaillent sont essentiels pour enterrer la sœur de mamie, pour incinérer Martin, l'ancien boucher. Qu'est-ce qu'en pensent les Français? Elfie Pillard leur a demandé s'ils seraient prêts à travailler au quotidien avec la mort. Non, sincèrement non. Je trouve que c'est un petit peu, il y a un côté un petit peu angoissant. Après, il y en a besoin, évidemment. Je pense qu'on se lève le matin pour la vie, du coup, avoir le côté mort omniprésent, personnellement, ça m'angoisserait. Certains métiers, notamment, par exemple, les métiers d'accueil, les métiers concernant la préparation en amont de la mort, c'est effectivement traiter le défunt. Là, c'est plus compliqué. Puis, il faut avoir un savoir-faire et beaucoup d'expérience. Pour savoir choisir les bons mots, accompagner les proches dans un moment délicat. Hein. Et c'est vrai que ça reste, je pense, des compétences qu'il faut avoir que là, pour le coup, pas tout le monde n'a. Ouais, au quotidien, je pense que c'est compliqué d'avoir tout le temps affaire à des personnes qui sont en phase de deuil et qui ont vécu un événement genre tragique dans les jours qui viennent ou semaines ou jours qui viennent de passer. Je ne suis pas trop disposé pour ce genre d'activité, bien que je reconnaisse que ça soit très utile. Parce que je pense que ça procède quand même d'une vocation, tout ce qui est rapport à Thanatos, c'est-à-dire la mort. Voilà, il faut avoir des dispositions philosophiques particulières, il me semble. Cécile, j'imagine qu'il faut quand même une bonne dose de motivation et puis le cœur bien accroché pour se lever tous les matins et côtoyer les morts toute la journée. Je suis bien d'accord avec toi, Noam, mais certains arrivent quand même à s'épanouir dans ce secteur, comme Sabrina, une tiktokeuse qui explique les dessous de son métier sur son compte. Certaines vidéos cumulent plus d'1 million de vues et Sabrina se définit comme une croque-mort qui croque la vie. Ah ouais, c'est donc une influenceuse de la mort ? Oui, c'est un peu ça en fait, et elle n'est pas la seule. Apparemment, il y a un vrai filon. Plus de 56 000 personnes suivent son activité quotidienne en vidéo, même si certains internautes restent encore un peu perplexes face à ce business. Sans vexer, c'est méga glauque, lui commente Chartot sur une vidéo de montage d'un cercueil. C'est pas un métier, ça critique un autre. Ouais. Pourtant, c'est quand même un métier centenaire, Cécile. Et bien sûr, et puis indispensable, certains l'ont bien compris et remercient chaudement la croque-mort. D'autres veulent même suivre son chemin.
Puis la mort, personne n'y échappera, alors autant la prendre un peu plus légèrement. C'est ce qu'avait essayé de faire la série Six Feet Under, je vous la recommande. Eh ben, on peut même regarder un extrait, si tu veux, Cécile. Fais ça. Allez. Merci à toi. Il a commencé en tant que chauffeur-porteur, puis a évolué vers le métier d'agent funéraire, un métier qu'il exerce depuis 2 ans et demi. À quoi ressemble son quotidien? Comment perçoit-il l'expression, justement, marché de la mort? On en parle avec lui. Johan, la première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on parle de business de la mort depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire ce métier? Alors pour moi, c'était complètement une envie de découvrir, on va dire, l'arrière-cuisine de tout ce domaine-là, dans le sens où je voulais avoir une idée de comment ça se passe derrière, parce que j'ai déjà été à des obsèques de mes oncles, mais je ne savais pas quelle était toute cette logistique. Et au final, un jour, je me suis dit, je vais me lancer. Et j'ai pu découvrir le métier de chauffeur-porteur, premièrement. J'ai beaucoup apprécié cette fonction-là, mais je sentais que je pouvais aller chercher au-delà de ces compétences-là et me diversifier encore plus. Et c'est pour ça que depuis 2 ans et demi, je travaille en tant qu'agent funéraire. D'accord. Et à quoi ça ressemble, votre quotidien? Alors, on peut croire que le quotidien est assez similaire jour après jour, mais pas du tout, parce qu'on tombe sur une multitude de situations différentes et qui peuvent être par moments rocambolesques, si je peux dire ça comme ceci. Mais alors, nous, on s'occupe d'ouvrir notre établissement, donc de vérifier s'il n'y a pas, on va dire, des petits pets sur les murs, vraiment que tout soit parfait pour accueillir les familles. Que l'accueil soit impeccable pour les familles. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on va avoir un standing proche des palaces parisiens en termes de qualité de service et d'accueil pour les familles. On va s'occuper de vérifier aussi en partie technique l'état de tous les équipements qu'on va utiliser au cours de notre journée. Et ensuite, on s'occupe d'accueillir les familles, de les diriger dans les salons où se trouvent leurs proches. Par moment de fermer les cercueils. Moi personnellement, je sais que j'ai une bonne qualité à parler auprès des familles et du coup je fais office par moment de maître des cérémonies juste au moment de la fermeture de cercueil. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est quoi le plus difficile dans votre métier? Selon vous, Personnellement, je pense que le plus compliqué ce serait de procéder aux toilettes funéraires parce que j'ai une formation pour préparer les défunts. Ouais. Je pense que ce serait la partie la plus, on va dire, compliquée sur toutes mes fonctions. Après, personnellement, je ne ressens pas cette tâche-là comme une difficulté. Je prends plaisir à préparer la personne et de faire du mieux que je peux pour que les familles gardent le meilleur des souvenirs juste avant le moment fatidique de fermer le cercueil. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent mieux de votre métier? Vous voudriez dire quoi aux gens qui nous regardent? Ce que j'aimerais évoquer à ces personnes-là, c'est de ne pas avoir d'a priori sur notre métier. On essaye de faire au mieux pour que toutes ces petites légendes qui peuvent traîner dans les mémoires de chacun, qui déteint sur notre domaine. J'aimerais vraiment que les familles ne gardent pas ceci en tête. Vous, en tant que professionnel, comment vous percevez cette expression? Personnellement, pour ma personne à moi, je ne ressens pas ce côté business de la mort, dans le sens où sur ma fonction, on va être vraiment au service des familles, vraiment être au plus proche d'eux, être les personnes qui vont parfois les rassurer, les conseiller.
Et nous, en fait, on ne va pas forcément s'occuper de vendre des services, on va vraiment s'occuper du défunt, de sa prise en charge au départ pour ses obsèques. C'est vraiment le côté humain, vous. Voilà, tout à fait. On va quand même parler du prix d'un enterrement, puisque le prix moyen d'un enterrement en France, c'est de 3 350 € à peu près. Souvent, on estime que ces frais sont un peu jugés excessifs. On met quoi dans tous ces coûts? Comment ils sont justifiés, ces coûts? Alors, je pense que les familles n'ont peut-être pas forcément conscience de la logistique qu'il peut y avoir dans tout le monde funéraire. Ça peut paraître un peu gros comme mot de dire qu'ils n'ont pas conscience, mais en fait, il y a une multitude de métiers dans ce domaine-là, que ce soit de la personne qui va récupérer le bois dans les forêts, à la personne qui va s'occuper de les préparer, puis le transporteur qui va s'occuper de récupérer la personne pour l'emmener dans les funérariums, et ensuite toutes les personnes qui vont veiller à ce que le séjour de le ou la défunte se passe au mieux dans les locaux d'un funérarium. Est-ce que dans les services funéraires, les agences funéraires, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des commerciaux qui sont là pour vendre les prestations auprès des familles? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, le mot commercial est peut-être un petit peu gros par rapport à la fonction de ces personnes-là. L'intitulé exact, c'est conseiller funéraire. Et en fait, ce sont des personnes qui vont s'occuper de prévoir et organiser les obsèques avec les familles de A à Z et de prévoir le moindre détail, que ce soit pour le choix du cercueil, les draps qui vont servir à l'intérieur du cercueil, ainsi que pour la cérémonie, que ce soit le type de véhicule ou le cimetière souhaité ou crématorium. Est-ce que alors c'est pas votre métier, c'est le métier des conseillers funéraires, mais est-ce qu'on pousse à vendre? Est-ce qu'il y a une pression sur les commerciaux pour vendre, pour faire du chiffre? Comment ça se passe? Alors moi, personnellement, je ne suis pas au courant s'il y a quelconque pression qui sont faites par rapport à des objectifs financiers. Tout ce que je sais, c'est que les conseillers vont essayer de vendre le meilleur service et celui qui est le plus adapté aux familles, de façon à ce que ces personnes-là ne se retrouvent pas, on va dire, dans une situation compliquée financièrement et que voilà, ils essayent d'organiser les meilleures obsèques possibles, on va dire, en toute légalité. Vous qui êtes professionnel, comment est-ce qu'on peut repérer les abus? À quel moment on peut se dire non, là ok, c'est un service sérieux, là il y a des abus? Pour une famille, comment elle fait pour se repérer dans tout ça? C'est quoi les gages de qualité? Alors pour moi, personnellement, les gages de qualité, ça va être chaque professionnel de ce domaine qui vont devoir s'efforcer de faire au mieux leur tâche de travail. Ne pas forcément négliger certaines parties de leur travail, que ça soit sous n'importe quelle forme. Vraiment qu'ils vont devoir s'efforcer à faire au mieux, que ça soit pour le respect des familles, le respect professionnel, ainsi que pour les services qui ont été commandés par les familles. Ils travaillent dans le silence des allées, à l'abri des regards. Leur mission, préparer le dernier repos des défunts. Qui sont ces femmes et ces hommes que l'on croise rarement, mais qui veillent sur nos cimetières? Nous sommes allés à la rencontre de fossoyeurs pour comprendre la réalité de ce métier, souvent mal compris. Un reportage d'Antoine Boitel. Cimetière du Père-Lachaise, au milieu des touristes qui viennent photographier les tombes des célébrités, s'agite un balai incessant de véhicules funéraires et d'ouvriers qui rythment la vie de ce grand parc parisien. Toute la semaine, les fossoyeurs de la ville de Paris sont là pour encadrer les enterrements et s'assurent que chaque famille vit son deuil dans la dignité. Un métier méconnu qui exige du sang-froid. On doit avoir de l'empathie, des fois on doit se mettre en retrait, des fois un petit peu plus accompagné. C'est triste, on voit des pleurs tous les jours, on voit des gens... c'est vraiment pas évident. Et effectivement, oui, il ne faut pas qu'on se loupe parce qu'il y a des risques énormes pour les agents derrière. On peut être amené à avoir de sacrés problèmes si on se loupe sur une inhumation. Il faut toujours faire en sorte que la famille passe un bon enterrement. C'est pas évident au début, mais au bout d'un moment, on fait avec. Déjà, quand on traverse le cimetière, on oublie ses propres soucis. On fait partie d'un collectif, on se parle entre nous, beaucoup. Et quand il y en a un qui ne va pas bien, on essaie de le camoufler tant bien que mal. Mais la répétition de ces scènes que les agents apprennent à gérer aussi bien que possible n'est pas sans effet sur leur vie personnelle. C'est pas évident de voir quand on est parent, de voir des parents dans des états
où limite ils veulent accompagner le cercueil jusqu'au dernier moment. Mais nous on est là pour dire attention, vous allez vous blesser. Et voilà, c'est vrai que le soir, quand on rentre, on repense à cette situation. On se dit, mais si ça avait été nous, c'est vrai que c'est pas évident. On n'est jamais blindé à ce genre de... à la mort, c'est pas possible. Quand notre conjointe nous dit, ça s'est bien passé, non, ça s'est pas bien passé, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Mais ouais, effectivement, il faut un petit temps pour après se dire, c'est bon, on est à la maison. En cette saison de la Toussaint et de la fête des morts, 200 000 visiteurs arpentent la vingtaine de cimetières gérés par la ville de Paris, avec près de 20 000 inhumations par an. Béatrice Majza est maître de conférences à l'université de Caen depuis plus de 25 ans. Experte en droit funéraire, elle a créé le premier diplôme universitaire public sur le droit funéraire à Caen, justement. Elle a constaté de nombreuses lacunes dans les connaissances juridiques liées au funéraire, souvent dues à la méconnaissance du domaine. Elle nous en parle. Béatrice, on parlait du coût d'un enterrement il y a un instant. Il est d'environ 3 500 € en France. Mais certains enterrements peuvent coûter bien plus cher, parfois même plus de 10 000 €. Aujourd'hui, question simple, combien coûte la mort ? Alors, la mort peut effectivement coûter très cher, puisque 350 € peuvent s'ajouter le coût d'un cercueil qui peut aller jusqu'à 3 800 €, la marbrerie jusqu'à 5 000 €, le coût des fleurs, le coût également des avis de faire-part, les faire-part peuvent aller jusqu'à 1 000 €, ou encore les soins de conservation que l'on peut trouver effectivement dans les chambres funéraires ou à l'hôpital qui peuvent monter jusqu'à 500 €. Donc effectivement, il est difficile de chiffrer la globalité, mais ça peut coûter très cher. On parle de business de la mort, de marché de la mort. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une marchandisation aujourd'hui de la mort ? Alors c'est vrai que c'est un service public, certes, mais industriel et commercial, c'est-à-dire que depuis 1993, il est ouvert à la concurrence. Donc effectivement, les tarifs sont librement fixés. Donc on peut parler d'une forme de marchandisation, même si les conseillers funéraires sont tenus à une forme d'éthique. Est-ce que vous avez constaté des dérives dans ce secteur ? En termes de coûts, oui, parce qu'en fait, les prix peuvent effectivement considérablement varier. Ouais. Alors, comment on fait alors ? Il faut mieux informer les familles sur les tarifs. Comment on s'en sort dans tout ça ? Est-ce qu'il y a des tarifs planchers ? Comment on fait le tri ? Alors, en règle générale, les opérateurs, donc on en compte environ 4 000, sont tenus de proposer des devis, notamment aux collectivités. Surtout, les familles sont informées par les conseillers aussi, par devis ou par différentes destinations des cendres, etc. Donc, normalement, il y a une information, même si on souhaite encore plus légiférer en la matière. Est-ce qu'il existe des sites internet peut-être où je peux me renseigner, je peux chercher de l'information. Je viens de perdre quelqu'un, je ne sais pas quoi faire, je fais quoi ? Vers qui je me tourne, vers quelles ressources je me tourne pour être sûr de ne pas me faire avoir ? Oui, alors c'est vrai que généralement les familles se déplacent aux pompes générales, dans des agences, pardon. Donc nous avons toutes les filiales comme les pompes funèbres générales ou les sites, effectivement, qui peuvent proposer des devis en ligne. Et en plus, ces agences sont généralement ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a une accessibilité, mais il vaut mieux faire jouer la concurrence, si j'ose dire. Tout à l'heure, on parlait beaucoup avec Johan du côté humain. Ça, c'est un gage de qualité. Quand je recherche mon service funéraire, est-ce que je dois être aussi attentif à ça ? Est-ce que c'est un marqueur, c'est un indicateur en tout cas ? Alors, en règle générale, les conseillers funéraires, donc le premier contact, ils sont formés justement pour bien accueillir les familles. Donc l'empathie doit normalement exister. D'ailleurs, je fais partie des jurys qui font passer des concours, des conseillers funéraires et des maîtres de cérémonie. Donc l'empathie compte beaucoup. Donc normalement, effectivement, c'est le minimum à quoi les familles doivent s'attendre. Comment c'est encadré tout ça aujourd'hui en France ? Comment le secteur funéraire est encadré ? Alors nous avons deux principales lois, 93 et 2008, relatives à la législation funéraire. 93 qui ouvre à la concurrence, 2008 qui a mis un petit peu plus d'éthique en la matière. Et nous avons surtout, tous les 5 ans, tous les opérateurs sont soumis à une habilitation préfectorale, c'est-à-dire un contrôle des véhicules de transport des corps et des femmes, mais également des crématoriums. Et également, on va vérifier, on demande le cabis, on demande le bulletin numéro 2 des agents funéraires, des dirigeants des pompes funèbres. Donc il y a ce contrôle au niveau de la préfecture. Et si la concession, une délégation par exemple d'un crématorium, la commune va déléguer la gestion de ce crématorium à un opérateur privé, il y a un contrôle obligatoire prévu dans le contrat. Des tarifs, mais également de la bonne gestion. Donc on rend compte effectivement le délégué.
le concessionnaire rend compte à la commune. Ça, c'est important de le souligner. Qui peut ouvrir aujourd'hui un service de pompe funèbre? Parce que n'importe qui peut ouvrir comme ça, tiens, je vais changer de métier, je vais ouvrir un service de pompe funèbre. Alors, on constate un certain nombre de reconversions, puisqu'effectivement, comme vous le soulignez également, il y a une augmentation du nombre de décès. Donc en réalité, il faut surtout suivre, il y a une 50aine d'organismes de formation à la matière. Il faut suivre par exemple 70 heures de formation pour les maîtres de cérémonie, 140 heures pour les conseillers funéraires. Les dirigeants ont en plus une formation en matière de comptabilité. Donc c'est accessible. Après, il faut voir la prise en charge. Ensuite, il y a aussi des stages, environ une quinzaine de jours. Et ensuite, on passe le diplôme devant un jury au niveau départemental. Donc c'est vraiment ouvert et c'est un domaine qui recrute beaucoup à l'heure actuelle. Pourquoi vous avez choisi justement de créer, je le rappelle, le premier diplôme universitaire public sur le droit funéraire? Pourquoi vous avez choisi ça? Je choisis parce qu'en fait, il manquait effectivement, comme vous le soulignez également, un manque d'encadrement et de connaissances, une réelle méconnaissance de la part surtout des petites communes du droit en la matière. Et c'est un DU vraiment orienté sur la gestion des cimetières et toute la procédure d'inhumation, de crémation, d'exhumation, donc qui recadre effectivement juridiquement toutes les bases, toutes les règles à suivre, puisqu'on peut très vite commettre malheureusement des erreurs. Par exemple, une reprise trop rapide de concession alors que le délai de 30 ans n'est pas abouti, ou comment vérifier dans un terrain qui a quelques siècles après des tombes. Donc voilà, il s'agissait avant tout d'encadrer ce domaine qui est aussi très sensible, puisque je me heurte aussi à ce tabou de la mort, comme vous l'avez souligné également, en France. Si je devais résumer de façon très concrète pour les personnes qui nous regardent, aujourd'hui, comment je ne me fais pas avoir? Eh bien, faire jouer la concurrence. C'est vraiment ça le plus important? Oui. Et comparer les devis? Oui, comparer les devis. Et si je prends en compte, par exemple, la ville de Lisieux, qui est une des rares villes dans le Calvados, ma région, gère en direct le service municipal des pompes funèbres. Ces coûts sont peu élevés. Donc, voir les opérateurs et faire vraiment jouer cette concurrence. Regardons ces chiffres, Béatrice, ensemble. En 1980, 1% des décès ont donné lieu à une crémation contre presque 45% en 2023, soit bientôt un Français sur deux, des chiffres qui nous ont été donnés par la Fédération française de crémation. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, Béatrice, de notre rapport à la mort? Alors, il s'agit avant toute chose d'une évolution de la société et des familles qui sont souvent éclatées, dispersées, et donc qui préfèrent se réunir une fois pour la crémation, puis la dispersion des cendres. Ça évite aussi le coût de l'entretien d'une tombe, et puis le côté culpabilisant de ne pas pouvoir effectivement s'en occuper. Il faut cependant remarquer que le coût d'une crémation est parfois plus élevé qu'une inhumation. D'accord. Et à cela s'ajoute l'obligation, bien sûr, d'avoir un cercueil, puisqu'on ne peut pas inhumer en France ou recourir à la crémation sans cercueil. Puis le coût d'une urne qui peut monter jusqu'à 750 €. Ensuite, la dispersion des cendres est généralement gratuite, mais le coût on peut aussi mettre l'urne dans un columbarium. Là, pour le coup, il s'agit également d'une prestation payante. À savoir que depuis 2008, on ne peut plus posséder d'urne chez soi. D'accord. Mais ça, c'est intéressant à savoir. Est-ce que aujourd'hui, tout ce marché du funéraire est assez transparent, ou est-ce qu'il y a un travail à faire pour rendre plus transparent les services et les prix? Je pense qu'il y a toujours une marge de manœuvre en la matière. Même si les familles ont accès aux devis, à des conseils de ces fameux conseillers funéraires, il serait intéressant de mieux informer les familles sur tous les, le coût des inhumations, le coût des concessions. Donc il y a encore matière à évoluer en la matière, si je puis dire. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous en dire plus sur le marché de la mort. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. Et puis pour ne rien rater de 20 minutes, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. La semaine prochaine, un autre sujet, comment surmonter un traumatisme. Ce sera dans le cadre de la commémoration du 13 novembre. Nous avons encore tous en tête ces attentats. C'était il y a tout juste 10 ans. Nous aurons sur le plateau le témoignage d'une personne qui se trouvait dans le Bataclan. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc à la même heure.